Sur nos boîtes de médicaments, on ne peut pas indiquer qu'on fabrique en France. Alors ça va certainement évoluer parce qu'on a interpellé plusieurs fois là-dessus en disant on ne comprend pas trop la logique. À la fois, on nous dit c'est bien d'être sur la défense du fabriqué en France, donc permettons aux consommateurs d'être renseignés, d'avoir une information transparente, éclairée sur le fait que son médicament, il est bien fabriqué en France. Laure Lechartier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là et d'avoir traversé tout Paris pour venir nous voir. Alors, on va parler de beaucoup de choses puisque tu travailles dans une merveilleuse ETI, c'est-à-dire entreprise de taille intermédiaire, qui s'appelle UPSA, qui fait partie des entreprises qui nous soignent. On trouvait que c'était, on va dire, quelque chose de normal jusqu'à ce qu'un beau jour on se retrouve confiné et on se rende compte que les médicaments, c'est marrant, mais on ne les faisait plus beaucoup en France. Donc, tu fais partie des rares, en tout cas UPSA fait partie des rares, à continuer à produire en France. Donc tu nous expliqueras ça également. Et c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai proposé cette interview. Mais comme tu sais, aux Forces françaises de l'industrie et aux déviations, on aime bien un petit peu connaître le parcours des gens qui vont nous raconter ce qu'ils font, ne serait-ce que pour savoir d'où tu parles et pourquoi tu vas parler comme ça. Donc est-ce que tu peux commencer par dire qui tu es et d'où tu viens? Donc, je suis Laure Lechartier, je suis aujourd'hui membre du comité exécutif du groupe UPSA et j'ai un périmètre qui s'étend de ce qu'on appelle l'accès au marché, c'est-à-dire tout ce qui est la négociation du prix du remboursement des médicaments, les affaires publiques, la stratégie RSE pour le groupe et la communication. Moi, en fait, je suis pharmacien à l'origine, spécialisé en droit et économie de la santé. Et j'ai un parcours qui est, disons, un parcours assez varié et qui est assez 360 degrés par rapport à l'écosystème. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé ma carrière chez Euxmarion Roussel, qui était l'ancêtre de Sanofi, en 1996. Et ensuite, j'ai rejoint l'Agence du médicament. D'accord. Et avant tout ça, la Laure, petite, c'était qui ? Ça t'est venu comment, cette envie d'être pharmacien ? Ah, ça, c'est une bonne question, mais en fait, c'est quelque chose de très, très personnel, puisque je viens d'une famille de pharmaciens et de médecins depuis beaucoup de générations. Mon père est médecin, mon grand-père était médecin, mon oncle est pharmacien. Voilà, enfin, j'ai toujours baigné, en fait, dans cette culture-là. Et je pense que j'avais envie de prolonger cette histoire familiale. Et puis, la pharmacie, je trouve, ouvre des horizons qui sont multiples et intéressants, parce que quand on est pharmacien, en fait, en réalité, on a une identité de métier et puis on peut tout faire. On peut tout faire parce qu'on peut être en officine. Donc ça, c'est les pharmacies. Voilà, c'est les pharmacies de ville. On peut être dans l'industrie pharmaceutique. Et en France, l'industrie pharmaceutique a été vraiment construite sur le pharmacien. Sur le pharmacien avec les pharmaciens. Et puis, quand on est pharmacien, on peut aussi travailler à l'hôpital, donc là, dans les pharmacies hospitalières. Donc, il y a une possibilité de choix, je dirais, qui est intéressante avec ces études-là. Et alors, moi, j'ai choisi évidemment la filière industrie en commençant quand même à travailler au niveau du service public. Tu faisais quoi là-bas ? Donc là, à l'Agence du médicament. Oui, donc ça, c'est l'Agence du médicament. Après, j'ai fait du conseil pendant 3 ans. Et après, j'ai rejoint la Fédération nationale de la mutualité française pendant une petite décennie. Après la mutualité, qui est quand même une entreprise publique, c'est de l'économie sociale et solidaire. Oui. Donc c'est un modèle mutualiste qui est une association à but non lucratif au niveau de la santé. Après, en fait, en 2014, j'ai décidé de rejoindre l'industrie pharmaceutique et on m'a proposé de rejoindre Bristol Myers Squibb, qui était un laboratoire américain et qui lançait les premières innovations sur l'immunothérapie. UPSA, c'était une business unit de BMS. Quand je suis rentrée chez Bristol Myers Squibb, 10% de mon activité était UPSA. Pourquoi UPSA était une business unit de BMS ? Là, il faut reprendre l'histoire d'UPSA. Allons-y, on est passionné d'histoire. Qu'en fait, UPSA a été créé il y a 90 ans, en 1935, dans le Lot-et-Garonne à Agen. Par une famille ? Par un médecin visionnaire, le docteur Camille Bru,
qui a découvert le principe de l'effervescence. Et donc ensuite, il a développé son entreprise avec l'aspirine, UPSA, qui est très connu, ces tubes verts. Et puis après, dans les années 70, avec le paracétamol, avec Dafalgan et Feralgan. Et au décès de Camille Bru, donc la transmission s'est faite à son fils, le docteur Jean Bru, qui a ensuite, lui, internationalisé l'entreprise, donc production à Agen et ouverture de marché à l'international. Donc là, c'est des usines qui s'installent, c'est des... Non, non justement, c'est un point important parce ouais. que c'est vraiment la singularité d'UPSA aujourd'hui. Tout est à Agen. Voilà, donc c'est... Tout est à quel moment ça devient, entre le médecin qui invente des choses, qui décide de devenir un industriel finalement? Alors en fait, on a l'acte de naissance d'UPSA, c'est 1935, 1er janvier 1935. Donc il a commencé à implanter son usine. Et quand le fils du fondateur est décédé, dans les années 90, eh bien, donc c'est la femme du fils, Nicole Bru, qui a repris les rênes d'UPSA. Sauf qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas la loi Dutreil pour les ETI. Elle n'a pas été dans la capacité de s'acquitter des droits de succession. Donc, petite précision pour les gens qui ne sont pas familiers avec la loi Dutreil. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'il y avait à l'époque un impôt sur les transmissions d'entreprise, sur les successions, qui était de 45%, je crois, à l'époque. Donc, c'est-à-dire qui disait cette entreprise qui est devenue une entreprise de taille intermédiaire, elle a une valeur importante, et donc vous nous devez, vous les héritiers, 45% de cette valeur. Et généralement, on a reçu Renaud Dutreil ici qui nous l'a très bien expliqué, généralement, les familles n'avaient pas cet argent-là, donc elles ont dû vendre pour s'acquitter de l'impôt. C'est ça ? C'est exactement ça. Donc Nicole Bru a vendu, après je ne peux pas parler en son nom, mais probablement à contre-cœur, son entreprise, et elle l'a vendue à Bristol Myers Squibb, donc laboratoire américain, qui à l'époque avait un portefeuille de produits extrêmement large. Et donc UPSA est rentré chez Bristol Myers Squibb et est devenu, ce que je disais, une business unit de cette entreprise. Voilà, parce qu'il n'y avait pas les packs Dutreil. Parce qu'à l'époque, effectivement, il n'y avait pas la loi Dutreil qui permettait de faciliter la transmission familiale, en fait, des entreprises. Donc l'entreprise cesse d'être sous capitaux français, mais elle reste à Agen. Elle reste à Agen. L'outil productif reste à Agen. Bristol Myers Squibb va pendant 20 ans investir dans l'outil industriel. En revanche, ce que ne fera pas Bristol Myers Squibb, c'est investir d'un point de vue commercial sur les marques d'UPSA. Et c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, sur les deux marques emblématiques de paracétamol que sont le Dafalgan et l'Efferalgan, nous avons 25% de part de marché versus la petite boîte jaune, qui aujourd'hui occupe une grande partie du marché. En 2019, UPSA a été vendu à un actionnaire japonais qui s'appelle aujourd'hui Taisho, mais qui a conservé, je dirais, UPSA en tant que marque, en tant que société, en tant que également outil industriel. Donc UPSA est un groupe aujourd'hui. Quand on parle d'UPSA, c'est un groupe. Pourquoi un groupe ? Parce qu'en fait, il y a à la fois les usines, donc 2 sites de production à Agen, 2 sites de distribution. Il y a un marché qui est prédominant, qui est le marché français. Sur les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, il fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et après, il y a aujourd'hui 10 filiales et une distribution dans plus de 72 pays. D'accord. Et avec, comme le font souvent les Japonais, avec une bienveillance par rapport à l'outil industriel, par rapport à l'entreprise, j'imagine. Alors,
on a un plan stratégique depuis 2021 avec une présidente qui est Isabelle Van Rijk. Et donc, on a une vision long terme. Et c'est effectivement la marque de fabrique des Japonais d'avoir cette vision long terme et de permettre justement le déploiement d'une stratégie sur plusieurs années. Et donc, nous, c'est ce qu'on a proposé d'un point de vue stratégique, c'est de dire, première chose, c'est la défense du fabriqué en France, parce que ça, c'est une marque française, c'est du 100% fabriqué à Agen. Et donc, on va défendre ce positionnement du fabriqué en France. Ensuite, on a des marques qui étaient un peu des belles endormies. Donc, l'idée, c'est de capitaliser sur les marques et de les réveiller, de les redynamiser. C'est aussi l'idée de dire on va diversifier notre portefeuille en introduisant des produits qui ne soient pas des médicaments, mais des compléments alimentaires. Et enfin, c'est l'expansion géographique, c'est de dire on va aller à la conquête de nouveaux territoires. UPSA avait déjà, était déjà largement présent à l'international, mais là, c'est de se dire on intensifie au niveau international. Et alors, tu as commencé par quelque chose qui nous intéresse beaucoup sur les objectifs stratégiques, le Made in France, fabriqué en France. Ça, j'allais dire, c'est quoi l'enjeu? Pourquoi c'est important? Est-ce que ça se développe? Qu'est-ce qui est compliqué avec ce principe du fabriqué en France? Alors, pourquoi c'est important? Alors, déjà, donc nous, c'est 100% de nos médicaments qui sont fabriqués à Agen à partir du moment où on reçoit les matières premières. Et dans matières premières, est-ce qu'il y a le principe actif ou pas? Alors, justement, oui, principe actif. Pourquoi? Alors, je reviendrai peut-être là-dessus parce que c'est important de voir aujourd'hui quelle est la dépendance de la France, en fait, aux principes actifs, puisqu'aujourd'hui, 80% des principes actifs sont fabriqués hors de France, évidemment, et essentiellement en Asie. Alors, peut-être, est-ce que tu peux expliquer très rapidement ce que c'est qu'un principe actif? Le principe actif, c'est la substance qui va soigner. D'accord. Donc, par exemple, si je prends un Dafalgan, c'est des comprimés de 1 gramme, par exemple, de paracétamol. Le 1 gramme de paracétamol, le paracétamol, c'est le principe actif. C'est ce qui va être actif dans le corps. D'accord. C'est ça qui va avoir une action, en fait, et qui va permettre de traiter la douleur, la fièvre. Ça, c'est le principe actif. Et ce qu'il y a autour, c'est ce qui lui permet d'arriver à l'endroit où il faut qu'il soit actif. En fait, ce qu'il y a autour, c'est une recette de cuisine. Je prends le principe actif et après, je mets ce qu'on appelle des excipients. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous, le fabriquer en France, c'est justement cette reconnaissance que on fait 100% de nos médicaments. On a 1500 personnes qui sont mobilisées sur 2 sites de production. On a un savoir-faire qui est historique et qui se renouvelle sans cesse. Donc on est vraiment dans une question d'excellence, de la qualité pharmaceutique. Et d'ailleurs, on est les premiers à être certifiés Origine France Garantie, et ce qui montre bien que les caractéristiques essentielles de nos produits sont bien acquises en France, la formulation, la fabrication, le conditionnement, et qu'en plus de 50% de notre prix de revient provient d'activités réalisées en France. Nous, on est à peu près à 75%. Et donc, certification Origine France Garantie, qui pour nous est un élément extrêmement important et vient démontrer justement ce choix qu'on fait, qui est un choix de responsabilité, de dire on fabrique en France et on reste en France. Et d'ailleurs, UPSA, c'est un acteur clé aujourd'hui de la souveraineté sanitaire. Pourquoi? La crise Covid, ça a été un véritable révélateur des vulnérabilités sur les approvisionnements. Et justement, 80% des principes actifs aujourd'hui sont produits hors de France, hors d'Europe, donc en Asie essentiellement. Et, c'est qui les gros producteurs là-dessus? Inde, Chine? Oui, c'est essentiellement Inde, Chine. On a un peu en Turquie aussi, mais c'est essentiellement Inde, Chine. Ça veut dire qu'à tout moment, on a un danger, on est vulnérable par rapport à ces gens-là, si jamais il leur passe par la tête d'arrêter, quoi. Absolument. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant la crise Covid, l'Inde avait fermé ses frontières sur le paracétamol. Très clairement.
On voit bien qu'il peut y avoir, quand il y a des crises comme ça sanitaires intenses, les pays vont faire de la préférence nationale et préfèrent garder les principes actifs pour leur propre population et garantir une sécurité d'approvisionnement pour leur population. Donc oui, on a cette dépendance et la crise Covid, ça a été un révélateur ou un accélérateur de la prise de conscience. Oui, parce qu'en fait, les Français étaient encore persuadés qu'on était une grande puissance de production d'un point de vue industrie pharmaceutique. On est quand même une nation historique autour de ça. C'était le cas. On était un premier producteur il y a à peu près 20 ans. Aujourd'hui, on est à la 6e place. Donc on a complètement rétrogradé. Donc effectivement, on ne produit plus de médicaments. Et sur le principe actif, si je prends le cas du paracétamol, depuis 2008, il est délocalisé. Et c'était, au départ, il était produit par Rhodia, en région Rhône-Alpes, et il a été délocalisé dans ces années-là. Et pour quelle raison ? Pour des questions de coût. En fait, le coût de production devenait trop important. Et donc, quand les industriels du médicament se fournissaient chez ce chimiste, eh bien, le coût était trop important et n'était pas répercuté, eux, dans le coût final du médicament, qui est par ailleurs régulé. En fait, ce qui se passe, c'est que les prix des médicaments sont fixés par l'État. D'accord. Et que la logique, en plus, qui prévaut, c'est de dire qu'on fixe des prix, mais qu'au fil des années, on baisse le prix. Contre toute logique, parce que quand il y a les coûts qui augmentent de production ou coûts de matières premières, eh bien, on ne peut pas les répercuter sur le prix, puisqu'il a tendance justement à baisser. Et déjà à cette époque, déjà dans les années 2010, le coût de la matière première était trop important par rapport au coût final du médicament qui était fixé par les autorités. Et donc, il y a une délocalisation des matières premières. Et donc, on s'est retrouvé dépendant, effectivement, de la production de ces matières premières en Asie. Et pourquoi c'est moins cher en Asie ? Pourquoi c'est moins cher en Asie ? Parce qu'il y a un coût du travail qui est quand même nettement moins cher et des conditions de réalisation qui ne sont pas les mêmes qu'en France. Alors justement sur les conditions, parce que c'est vrai que c'est à peu près clair pour tout le monde de dire voilà, il y a un coût du travail, il est plus important en France, donc c'est plus cher. Mais finalement le coût du travail dans l'industrie c'est très variable. Dans le textile c'est très important, dans d'autres ça l'est beaucoup moins. Et pourtant on se rend compte que même quand il y a, j'allais dire, un pourcentage de la valeur ajoutée qui est dû au travail qui est faible, eh ben, on reste plus cher. Pourquoi ? C'est quoi ces conditions et quel est leur impact sur le prix ? Alors les conditions, en fait, c'est les procédés de fabrication, notamment aujourd'hui, puisqu'on est sur un projet de relocalisation justement de production du paracétamol, on peut comparer. Et on voit aujourd'hui que le fait de produire en France, ça va être un respect aussi des normes environnementales qui fait que le coût de production, il sera supérieur parce qu'on va intégrer un certain nombre de process pour diminuer un impact environnemental. Donc ça, c'est un exemple. Ce qui n'est pas le cas dans les pays que tu as cités. Pour l'instant, ce n'est pas le cas dans ces pays-là. Peut-être qu'un jour, ça le sera, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, il est vrai que dans ces années-là, en 2010, délocalisation des principes actifs, arrive la crise Covid 2020, où on se dit, mince, on est dépendant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est là où il y a eu tout un mouvement politique autour de la souveraineté, laquelle souveraineté était un mot qu'on ne prononçait pas, qu'on n'osait pas prononcer avant les années 2020, quand même, faut le rappeler. Voilà, maintenant, tous les politiques parlent de souveraineté. Après, c'était endormi dessus pendant 30 ans. Voilà. Parce que ça sonnait mal. Voilà, parce que il y avait une connotation qui était, pour eux, en tout cas, dérangeante. Ouais. Sauf que, bon, quand on voit le discours de politique générale de Gabriel Attal, c'est 23 fois qu'il utilise le terme souveraineté. Donc on voit que c'est rentré dans le champ lexical, il n'y a plus de problème à utiliser le terme souveraineté. Donc il y a eu cette volonté politique très forte de dire, et en santé, là je parle de la santé, de dire on va relocaliser des médicaments essentiels qui ne sont plus produits en France. Alors attends, je t'arrête une seconde là, parce que mine de rien, tu as balancé un truc assez intéressant. Je reviens sur pourquoi est-ce qu'on a délocalisé. Quand je prends ton explication, la France était première productrice d'Europe.
on était puissants, on fabriquait sur le sol national tout un tas de médicaments. Ce que tu dis, c'est que le prix est bloqué, c'est-à-dire il est fixé par l'État. L'État lui-même, par le législateur, par les normes, va imposer aux industriels de respecter certains procédés, certains processus qui vont renchérir le prix et va en plus faire voter des lois sociales qui pour dire qu'il faut dépenser beaucoup d'argent d'un point de vue social, ce qui va renchérir le coût du travail. Donc c'est-à-dire que tu as un État qui te fait monter lui-même les coûts de ce qui va donner le prix de ton produit, tout en te disant, moi je ne veux pas en entendre parler, tu me le vends toujours au même prix, voire même on baisse le prix. Donc je te fais monter moi-même le coût et je te baisse le prix de vente. Donc à la fin, la conclusion, si je te comprends bien, c'est que les industriels, il faut bien qu'ils gagnent leur vie, donc ils délocalisent tout, du fait de la politique de l'État. C'est ça ? Oui, du fait de la tarification qui est très basse. En tout cas, c'est bien sûr que sur un certain nombre d'exemples, on peut le démontrer. C'est qu'à force de faire des prix bas, eh bien, c'est un pouce au crime à la délocalisation, c'est sûr. Et ça passe par la Sécu. Alors, en fait, et nous, par exemple, si je prends le cas du paracétamol, aujourd'hui, une boîte de Dafalgan et Feralgan, c'est 76 centimes. Nous la vendons aux pharmaciens 76 centimes. C'est le prix fabricant hors taxe qui est fixé par les autorités. Alors, ce n'est pas la Sécu qui fixe, c'est un organe interministériel au sein duquel on a les administrations centrales, DGS, DSS, on a les payeurs avec la CNAM, avec les complémentaires, et c'est cet organe interministériel qui va décider du prix. Quand nous, on prend le 76 centimes, en fait, depuis 2015, on a eu 2 baisses de prix, de 15% à peu près, mais ce qui est énorme. Mais quand on regarde l'inflation et l'augmentation des coûts, on est à plus 20%. Donc on ne s'y retrouve pas, en fait. Mais on a ce prix qui est très bas, et en plus, on nous dit qu'on va encore le baisser. Donc, ces gens-là, qui sont censés s'occuper de l'intérêt général, voyant qu'il y a une délocalisation massive de l'industrie du médicament, simplement par les décisions publiques, alors c'est peut-être pas le même département, la même autorité, mais enfin, tout ça, c'est quand même la sphère publique, ils ont eux-mêmes généré cette délocalisation, et maintenant que vous êtes les derniers Mohicans et les derniers survivants à produire en France, ils continuent, c'est ça ? En fait, je pense que oui, mais ça participe d'une vision de la politique du médicament. C'est-à-dire que dans leur esprit, dans l'esprit en fait des autorités, c'est de dire comment je finance cette innovation dont on a parlé tout à l'heure, qui est une innovation qui coûte cher. Comment je vais financer l'innovation par la baisse des prix sur les médicaments matures. En fait, aujourd'hui, on est dans ce dilemme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend la pharmacopée, on a... C'est quoi la pharmacopée ? Alors, l'ensemble des médicaments. C'est mon armoire à pharmacie. Voilà. D'accord. L'ensemble des médicaments. On a des médicaments innovants, qui sont des médicaments nouveaux, qui ont une très forte valeur ajoutée, qui vont traiter un petit nombre de patients, par exemple pour les cancers, les maladies orphelines, etc. Médicaments très importants et qui sont quand même des belles révolutions scientifiques. On a les médicaments génériques. Donc ça, c'est des trucs qui existent depuis longtemps. Alors, ça, c'est des médicaments, effectivement, qui existent depuis longtemps, qui ont perdu leur brevet et qui sont génériqués. En général, médicaments génériques sont génériqués par des Indiens. Voilà, il y a... On n'arrive plus à en faire en France, ça ? Alors, il y a quelques laboratoires génériques français qui font encore du générique. Donc, eux doivent subir la concurrence indienne, chinoise, sans aucune protection. Et là, avec une pression sur les coûts qui est très forte. Et donc, il y a aussi une troisième voie qui sont les médicaments matures. Et dans les médicaments matures, on a typiquement le paracétamol, c'est-à-dire que c'est des médicaments anciens. Le paracétamol, ça fait 50 ans que ça existe.
mais qui n'est pas génériqué. Et donc, il y a plein de molécules comme ça qui sont des médicaments matures. La logique qui prévaut aujourd'hui, c'est de se dire qu'on finance les médicaments innovants en baissant le prix des médicaments matures et des médicaments génériques. Et du coup, on dégage des poches d'économie pour permettre l'accès aux patients à ces innovations. Mais avec ce système, en fait, eh bien, on affaiblit considérablement la production des médicaments matures qui se fait en France et en Europe. D'accord. Donc ça veut dire qu'on on va envoyer des usines hors de France pour avoir des prix qui permettent de soutenir en fait les prix imposés par la sécurité sociale et par les organismes qui fixent les prix. C'est effectivement, et le Conseil d'État l'a dit, a fait une note sur la souveraineté sanitaire en septembre 2024 et a dit la politique de prix pratiquée par la sécurité sociale expose les industriels à des injonctions contradictoires. C'est typiquement ça. Bien évidemment qu'on doit avoir un système de santé qui soit viable, soutenable, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de déficit, il faut faire attention à la dépense de médicaments. Mais quand on prend des décisions comme ça de baisse de prix, eh bien, c'est une incitation, effectivement, à délocaliser la production. Et je pense que c'est un problème, en fait, de fragmentation de la réflexion et en tout cas le cloisonnement au sein de l'État. C'est-à-dire qu'il va y avoir une vision très comptable sur le médicament. Disant, moi, j'ai un objectif qui est de ne pas dépasser tel montant de dépenses de médicaments remboursés. Donc voilà, donc c'est cette vision comptable, sans penser au reste, c'est-à-dire qu'on finance aussi la sécurité sociale, qu'on fait vivre un territoire, c'est-à-dire que produire en France, c'est assurer une cohésion territoriale, c'est faire vivre un territoire, c'est créer de l'emploi direct, de l'emploi indirect, de l'emploi induit. Donc en fait, et c'est investir beaucoup sur un territoire. Et ça ne rentre pas dans l'équation, dans la réflexion en fait, des pouvoirs publics. Et ça, quand toi tu le dis, parce que tu le dis, ton job, c'est de dire « Eh oh, écoutez-moi, c'est quoi la réponse ?» Les gens l'entendent, ça, ou pas, tes interlocuteurs? Alors effectivement, les gens l'entendent, mais sont, je dirais, emprisonnés dans leur propre système. Et là, c'est une politique de régulation du médicament, et c'est pour ça que ce qu'on souhaite, c'est changer cette politique de régulation en disant il faut absolument changer de paradigme. Et on a des propositions concrètes pour ça. Mais aujourd'hui, voilà, ça fait 25 ans qu'on fait de la politique du médicament comme ça, on continue, sauf que, au bout d'un moment, on n'aura plus du tout de production en France. C'est quoi la part des médicaments dans la dépense de santé? C'est quelque chose de considérable? Pourquoi est-ce qu'il y a un acharnement comme ça à faire baisser les prix et donc à supprimer des emplois? C'est le gros de la bête ou c'est pas le cas? Alors en fait, c'est une très bonne question parce que quand on regarde aujourd'hui la part du médicament dans ce qu'on appelle l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, c'est un objectif qui est voté chaque année par le Parlement. La part du médicament, c'est 9,1%. Mais on lui demande 50% des efforts d'économie. Pas sur les 9,1, c'est-à-dire sur l'ensemble des efforts. En fait, sur le médicament, il va supporter 50% des dépenses, des efforts qui sont réclamés pour combler le déficit. Alors qu'il fait 9,1. Alors qu'il ne représente que 9,1% de l'ONDAM. Donc c'est considérable. Donc on voit bien qu'il y a une iniquité aussi, c'est-à-dire que le médicament, c'est véritablement une variable d'ajustement facile pour essayer de dégager, d'avoir des marges de manœuvre économiques. Mais en faisant ça, en plus, quand on demande aux médicaments les baisses de prix, c'est essentiellement les produits matures, ces médicaments qui sont produits en France, et donc on touche vraiment à la capacité, je dirais, d'investissement des entreprises. D'accord. Sur leur territoire. Donc quand on voit un Sanofi qui vend Doliprane et que ça fait un scandale, tout le monde dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire, trahison, etc. Ce que tu nous racontes, c'est que d'un point de vue économique, simplement en appliquant les injonctions
de notre système, on a des groupes qui disent finalement c'est plus très rentable de faire ces activités, je vois bien que ça va être de plus en plus dur, autant vendre ça et puis investir dans les médicaments qui, eux, vont être considérés comme innovants et où je vais pouvoir gagner plus de marge et ce genre de choses. C'est pas complètement idiot, finalement. Le raisonnement peut être complètement celui-là, parce que c'est sûr que les marges sont plus importantes sur les médicaments innovants que sur des médicaments matures, et que, effectivement, il peut y avoir des choix stratégiques de cette nature. Mais nous, en fait, et nous chez UPSA, c'est pour ça que je disais, on est vraiment un acteur clé de la souveraineté sanitaire, parce qu'on veut défendre ce fabriqué en France, donc on y croit. On pense qu'il y a des vertus à ce modèle, mais il faut qu'en face, la politique de régulation du médicament change. Et notamment, on est impliqué dans un projet de relocalisation du paracétamol en France. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais, on fait du 100% fabriqué en France quand on reçoit nos matières premières à l'usine. D'accord ? Mais on a décidé de monter d'un cran dans la chaîne de valeur et de dire, on a besoin aujourd'hui de nos matières premières, de nos excipients français. Et du principe actif. Donc depuis 2021, on travaille à un projet de relocalisation du principe actif qui va voir le jour là. On a reçu les premiers échantillons industriels cette semaine. Et on va pouvoir mettre du paracétamol tricolore dans nos références d'Afalgan et Feralgan à partir du 1er janvier 2027. Donc c'est que c'est possible de relocaliser, c'est long. C'est-à-dire que donc nous, on a travaillé avec un chimiste qui est en région Rhône-Alpes. Et donc, on a investi pour qu'il puisse remettre une chaîne de production en marche. Et après, on s'est engagé sur des volumes auprès de lui. Et donc, lui, c'est un chimiste qui s'appelle Séquence, il sera en capacité de produire du paracétamol en France. Donc ça, c'est une énorme étape. Mais quand on dit ça, c'est que derrière, nous, notre prix, il est à 76 centimes. Il ne peut pas rester à 67 centimes, puisque là, on va se fournir avec un fournisseur qui est français, qui va nous vendre plus cher le paracétamol que celui qu'on achète aujourd'hui en Asie. Et c'est normal, parce que coût du travail en France, et ce que je disais tout à l'heure, sur les normes environnementales, ils ont un process qui est vraiment très optimisé pour faire des économies d'eau, d'énergie et avoir un impact carbone moindre. Eh bien, nous, ce qu'on demande, c'est que, puisqu'on va s'approvisionner chez ce fournisseur français, désormais... Et qui est très vertueux, en plus. Voilà, qu'il y ait une revalorisation de notre prix. Parce qu'en faisant ça, on garantit aussi une sécurité d'approvisionnement pour les patients, c'est-à-dire qu'on est totalement indépendant. Oui, puis même les patients sont aussi des électeurs et si je ne me trompe pas trop, des sujets comme la responsabilité sociétale et environnementale, c'est quelque chose qui touche les Français. Donc on pourrait se dire que le personnel politique serait sensible à un argument comme ça. Et moi, quand je t'écoute, j'ai l'impression que pas du tout et qu'on est dans un monde complètement inversé où on a un actionnaire japonais qui n'est pas censé être patriote pour la France, qui donne quand même des moyens à une entreprise qui est en France d'aller encore plus loin dans le développement de son médicament en France, alors que lui-même est asiatique, donc il pourrait dire ça va en Asie, ça me va très bien, hein. Moi je veux toucher les consommateurs en France, et puis très bien si j'ai plus de marge. Donc lui, il est patriote pour nous, et les gens qu'on élit pour être patriotes ne le sont pas. J'ai bon ? Alors, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est sûr qu'en fait, on voit que dans cette politique, il y a des injonctions contradictoires permanentes. Et que, à la fois, il y a, je pense, une volonté politique, mais après, il y a une déclinaison qui ne se fait pas forcément non plus au niveau de l'administration. Donc, voilà. Et pour les entreprises, en fait, c'est compliqué pour avoir de la lisibilité. Et puis, surtout pour prévoir, parce que nous, on a besoin d'anticiper. On a besoin de faire des plans à 3 ans et de se dire, ça sera quoi notre croissance à 3 ans ? Dans un environnement aussi incertain et aussi fluctuant, c'est assez compliqué, en fait, de prévoir. Et ça, je pense, ça nuit aussi au développement de l'emploi dans les territoires, à notre volonté d'investir. Et par exemple, sur les injonctions contradictoires,
Donc on nous dit oui, soyez un bon élève de la souveraineté sanitaire, c'est bien le fabriquer en France, on continue, mais par exemple, on n'a pas le droit de dire qu'on fabrique en France. Oui, parce que c'est interdit par l'Europe. Alors voilà, sur nos boîtes de médicaments, on ne peut pas indiquer qu'on fabrique en France. Bon, alors ça va certainement évoluer parce qu'on a interpellé plusieurs fois là-dessus en disant on ne comprend pas trop la logique. À la fois, on nous dit c'est bien d'être sur la défense du fabriqué en France. Donc, aillons jusqu'au bout de la logique et permettons aux consommateurs d'être renseignés, d'avoir une information transparente, éclairée sur le fait que son médicament, il est bien fabriqué en France. Et alors, que toi, tu te battes là-dessus, c'est ton métier, j'allais dire, ça fait partie de ton métier au sein du PSA. Est-ce qu'il n'y a pas des organes représentatifs qui fait que les autres laboratoires qui sont dans le même cas puissent parler d'une même voix et se fassent entendre? Parce que finalement, l'industrie du médicament, c'est quand même une industrie qui est puissante. Comment ça se passe, ça? Oui, alors UPSA, je dirais, est un cas assez illustrant avec une singularité, qui est cet ancrage territorial, ce rayonnement international, une marque de 90 ans. Une ETI, mais effectivement, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à avoir fait ce choix de responsabilité et à être dans cette forme de combat, parce que finalement, le Made in France, c'est un combat. Et c'est un combat de tous les jours. Et donc, effectivement, on a décidé de se regrouper, PME, ETI, pharmaceutiques, qui produisent en France et en Europe, pour défendre justement la production locale et la question de la territorialité. Donc ça, on s'est regroupé il y a peu de temps, puisque finalement, on a créé un syndicat qui s'appelle MedFrance, le 17 février dernier, et qui compte aujourd'hui une cinquantaine d'ETI PME, qui a vocation à atteindre un nombre beaucoup plus important d'entreprises. Notre potentiel, c'est 160 entreprises, 23 000 emplois. Et l'idée, c'est de se dire, au travers de ce syndicat, on va défendre plusieurs choses. D'abord, la reconnaissance de ce qu'on appelle l'empreinte territoriale dans la politique du médicament. Ça, je vais y revenir parce que c'est un point important. On va aussi défendre, par rapport à ce que je disais sur, quand on regarde la pharmacopée, il y a les médicaments innovants, médicaments génériques et matures. Nous, ce qu'on veut, c'est une politique différenciée, c'est-à-dire une politique du médicament pour les médicaments innovants et une politique du médicament pour les médicaments matures, pour rétablir une sorte d'équité, en fait, de traitement entre ces différents types de médicaments. Et puis, dans le cadre de ce syndicat, on va également beaucoup se mobiliser sur les normes environnementales et la question qui devient extrêmement prégnante de la responsabilité élargie du producteur, puisqu'il y a des REP. C'est quoi les REP? Alors les REP, invention... l'autre jour d'ailleurs, j'entendais, c'est Lionel Jospin qui a inventé le principe de la REP. Ah ouais. C'est le principe pollueur-payeur. Ah, le fameux. Donc en fait, dans tous les secteurs, il y a des responsabilités élargies du producteur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des sortes d'éco-contributions. Mais qu'on ne paye qu'en Europe et qu'on ne fait pas payer aux autres qui... Oui, tout à fait. Et en fait... C'est des bombes à délocaliser, quoi. Voilà. Et donc, il y a des REP un peu sur tout. Et il y en a notamment sur les emballages ménagers. Donc, c'est-à-dire que nous qui produisons 350 millions de boîtes à Agen, eh bien, on va devoir faire une déclaration pour expliquer quel type de matériaux on a utilisé, quel poids de ces matériaux, l'aluminium, le plastique, le carton, etc. Et en fait, en fonction des matériaux utilisés, on va payer une taxe. Que les Chinois, les Indiens, les Turcs ne payent pas. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il y a une augmentation importante de ces éco-contributions, c'est-à-dire qu'on est pénalisé sur certains matériaux qui sont considérés comme pas forcément éco-responsables. Sauf que, en fait, nous, on est un peu pris au piège parce que dans la pharma, on ne peut pas changer du jour au lendemain ce qu'on utilise comme matériaux parce que c'est des médicaments qui a cette fameuse autorisation de mise sur le marché et que quand on change un emballage, ce qu'on nous on appelle primaire, qui est en contact avec le médicament, on doit faire des études de stabilité pour montrer que cet emballage ne dégrade pas
et qu'il est bien conservé. Donc aujourd'hui, par exemple, la question des blisters, c'est-à-dire aluminium, plastique, là, vous savez, où il y a des alvéoles, et voilà. On fait des études, mais on ne peut pas, du jour au lendemain, changer nos conditionnements. Ça s'appelle l'éco-conception. Donc nous, on en fait beaucoup chez UPSA parce qu'on est aussi très convaincus, en fait, de la notion de développer des solutions durables. On ne peut pas le faire comme ça. Donc on se prend des tarifs qui augmentent sur certains matériaux, ce qui fait qu'au bout du bout, on a une éco-contribution qui, d'année en année, en fait, eh bien, croît. Mais attends, tes concurrents qui produisent en Asie, ils ont bien des entités en France, ils ont des filiales. Ils ont de distribution. Oui, tout à fait. Et ce que tu dis, c'est que le principe pollueur-payeur, c'est-à-dire que toutes les alvéoles, tout le plastique, tout ce que tu racontes, qui va se retrouver dans nos poubelles, qu'il va falloir recycler, etc. Quand on le produit ailleurs, c'est pas taxé, et c'est taxé uniquement quand on le produit en France. Ah. On pourrait dire, à l'importation, c'est pareil pour tout le monde. Alors, c'est le cas ou pas, ça? Non, parce qu'en fait, c'est les metteurs en marché. Donc, à partir du moment où on met en marché, on va mettre sur le marché, je dirais, ce médicament, il va avoir cette éco-contribution. Donc, ils seront aussi concernés. D'accord, donc c'est pas que, il n'y a pas voilà, une... C'est le fait de mettre en marché, sauf que nous, ça représente, comme nous, on a des volumes importants, puisqu'on traite des millions de patients pour la douleur et la fièvre, on a des éco-contributions qui sont particulièrement élevées. D'accord. Mais surtout, j'imagine qu'à l'export, du coup, toi, tu pars avec un prix qui est déjà... Alors, à l'export, c'est différent parce qu'en fait, quand on va partir à l'export, là, on va pouvoir négocier d'autres prix dans les autres pays. Et en général, on négocie des prix qui sont mieux disants que ce qu'on obtient en France. Okay. En France, mais tu payes quand même la taxe ou pas? Alors, ça dépend. Si je suis dans l'Union européenne, oui. Oui, donc en fait, ça dépend du marché, mais pas de la production. Voilà, si je suis dans un État membre, oui. Mais encore une fois, la France a appliqué, elle avait plus blanc que blanc, donc a appliqué les responsabilités élargies du producteur de façon beaucoup plus drastique. Donc en général, on paie des éco-contributions qui sont plus élevées que dans les autres pays européens. Ouais. On est champion du monde, mais on n'est pas champion du monde. Donc voilà, donc on a cette histoire de l'emballage ménager, et puis va arriver l'emballage industriel, où là on va être taxé. C'est une directive qui a été transposée, donc depuis 2025, elle va être mise en œuvre en 2026. Et puis on a aussi une directive qui a été adoptée, qui est une directive sur les eaux résiduaires, c'est-à-dire qu'on va demander à l'industrie cosmétique et pharmaceutique de contribuer à la purification des eaux, donc au niveau des stations d'épuration, donc là au niveau des systèmes qu'on appelle quaternaires, peu importe, pour les micropolluants, etc. Sauf que là, la facture, elle est énorme. On nous annonce des chiffres avec des taxes à plus de 1,6 milliard, 2 milliards d'euros, répartis sur la cosmétique et la pharmacie. Et là, encore une fois, donc nous, bien sûr qu'on met en marché ces médicaments, mais après, un médicament, il est pris par un patient, il est métabolisé, il se retrouve dans l'eau. Enfin, notre responsabilité, ok, mais voilà, on s'interroge énormément sur cette nouvelle norme environnementale, parce qu'au bout d'un moment, toutes ces normes, plus la fiscalité sectorielle qu'on a, fait que quand on produit en France, on n'est plus rentable. Donc il faut partir. Alors, nous, on a un principe de responsabilité et on veut maintenir, et c'est pour ça qu'on se bat, pour maintenir les sites industriels. Et dans le cas de ce syndicat Med France, on a vraiment à cœur, justement, de vouloir modifier la réglementation, la régulation, pour reconnaître, en fait, valoriser, notamment le fabriqué en France dans la régulation. 25 ans, c'est quoi un peu l'acte fondateur de ça? Il y a une loi particulière, il y a un gouvernement particulier qui a mis ça en place, ou c'est une construction collective aussi? C'est une construction collective. Je pense qu'en fait, ça vient du fait aussi que
les médicaments sont arrivés à maturité à un certain moment, qu'il y a eu un relais qui a été pris par des innovations très spécifiques, très scientifiques. Donc ça a changé un peu je dirais, le paysage de cette pharmacopée, mais qu'on a continué à fonctionner avec ces modèles de dire plus un médicament est ancien, plus je baisse son prix. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer, avant MedFrance, est-ce que vous étiez seul et divisé, ou est-ce que vous étiez regroupé au sein d'une autre structure? Avant MedFrance, tous les la plupart des laboratoires pharmaceutiques étaient regroupés dans une association professionnelle qui s'appelait les entreprises du médicament, le LEM. Le LEM donc regroupait des entreprises qui avaient des origines géographiques différentes, puisqu'il y avait l'origine des Américains, des Européens, des Français et des Japonais. Et tu parles d'origine d'entreprise, oui, ou là où tu produis? Des origines d'entreprise. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, il y a eu un certain nombre de discussions sur justement la question de la souveraineté, la question du fabriqué en France, du fabriqué en Europe. Et il y a des arbitrages qui ont été faits à cette époque très récente, puisque c'est fin 2025, par les entreprises du LEM. Et ces arbitrages n'allaient pas dans le sens du fabriqué en France ou de la souveraineté sanitaire. C'est-à-dire l'organisme qui était censé défendre ses adhérents. Bon, d'abord, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord entre eux. Vous, j'imagine, vous disiez, il faut valoriser ça. Puis ceux qui produisent ailleurs, ils disaient, c'est pas mon intérêt, donc non. C'est ça? Alors, l'arbitrage a été fait de dire, il faut un dénominateur commun. On va prendre le plus petit dénominateur commun. Et donc, du coup, on ne va pas aller dans le sens d'une défense du fabriqué en France. Ça s'est concrétisé dans la loi de financement de la sécurité sociale. Et par conséquent, tous les laboratoires français, donc les grands laboratoires comme Sanofi, Ipsen, Pierre Fabre, LFB, ont décidé de quitter le LEM, et nous-mêmes, avec les ETI comme UPSA, Biocodex, Opella, on a décidé de quitter le LEM en disant nous, on n'est pas à l'aise, on ne se sent pas représenté par rapport à nos propres enjeux sur la souveraineté et le fabriqué en France. Donc on va créer nos propres syndicats. À l'issue de ces départs, il y a 2 syndicats qui ont été créés. Le syndicat MedFrance, donc auquel UPSA, Biocodex, Opella appartiennent, donc qui est sur les produits matures, et un syndicat qui s'appelle Initiative Pharma, avec Sanofi, Pierre Fabre, Ipsen, LFB, Guerbet, etc., qui là est sur l'innovation et empreinte territoriale. En fait, notre dénominateur commun à MedFrance et Initiative Pharma, c'est l'empreinte territoriale. Dans le cadre de MedFrance, on souhaite une régulation qui prenne en compte l'empreinte territoriale, le fait de produire en France ou produire en Europe. Ouais. Donc ça, c'est un point important. Et ça se concrétise comment? Alors justement, ça se concrétise comment? On a réussi déjà, dans le passé, à faire adopter par 2 lois de financement de la sécurité sociale, 2022 et 2025, le fait de prendre en compte cette empreinte territoriale dans la tarification, c'est-à-dire dans le prix. Aujourd'hui, ce que je te disais, la fixation du prix, c'est la valeur thérapeutique de ton médicament et son ancienneté. Donc plus il est ancien, plus on baisse son prix. Voilà. Nous, ce qu'on dit, avec cet article de loi, on doit pouvoir dire le prix de médicament va intégrer cette composante d'externalité positive, c'est-à-dire le fait de produire sur un territoire, c'est des emplois créés, c'est de l'investissement, c'est du verdissement aussi, parce qu'on fait beaucoup de décarbonation quand même de nos outils productifs. Et ça doit se refléter dans le prix. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ces articles qui ont été votés 2 fois, 2022-2025. En 2022, c'était le prix peut. 2025, c'est doit. Doit être impacté par... doit tenir compte
de la sécurité d'approvisionnement que garantit un site d'implantation. Bon, c'est ça, formulé, c'est voté devant le Parlement. Voté, okay. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de doctrine et ce n'est pas appliqué. Ça, c'est la grande spécialité. Il n'y a pas de doctrine pour nous, nos produits matures. Alors, il y a eu quelques applications sur certains produits, mais qui étaient des produits nouveaux, mais pas des produits matures. Or, l'urgence aujourd'hui, ce sont nos médicaments qui ont des prix extrêmement faibles. Donc voilà, donc typiquement sur le prix. Mais qui bloque? Comment ça se fait qu'on ait un truc où il y a des représentants du peuple qui votent quelque chose et il y a des gens dans l'administration qui disent non? C'est ça? Alors, on peut le décrire comme ça. C'est effectivement, il y a des lois qui sont votées et ça met du temps pour que ce soit appliqué. Là, tu me dis 2022-2025. Oui. 2022, ça commence à faire. Voilà, ça commence à faire. Ouais. Donc, ce qu'on demande vraiment, nous, avec intensité, c'est de dire il faut appliquer la loi, il faut faire naître cette doctrine. On comprend que la doctrine, c'est peut-être pas simple à imaginer, il faut mettre en place un certain nombre de critères, mais c'est totalement faisable. Donc ça, c'est un premier exemple. Ils sont nombreux, les messieurs et les dames qui sont là pour faire adopter la doctrine. C'est pas comme si ils étaient 4 dans un bureau en train de... Enfin, il y a du monde quand même, ils pourraient le faire, non? Alors, et ils ont en plus les outils, c'est-à-dire pour identifier où sont produits les médicaments, puisque quand on dépose notre dossier d'autorisation de mise sur le marché à l'agence, on dit le lieu de production. Voilà. Bon, mais je crois qu'il manque aussi une grande base de données au sein de l'État qui recense les sites de production avec les médicaments produits et où. C'est quand même, à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est surprenant de se dire qu'on n'a pas ce type d'information qui soit compilée dans une grande base de données qu'on puisse consulter et utiliser justement pour appliquer ce type de doctrine. Oui, alors, je pense qu'il manque autre chose. J'ai reçu, ici même, et puis ensuite j'ai été invité dans le bureau du ministre de l'Industrie actuel. J'ai reçu Agnès Pannier-Runacher, qui est donc une ancienne ministre. Alors en plus de plein de sujets que tu as balayés, que ce soit de l'énergie, de l'industrie, de la transition énergétique, etc. Bon. Les deux ont dit la même chose. C'est qu'on a une culture de l'annonce, on vote des lois, et on a l'impression en France que ça y est, le boulot est fait. Et en fait, les ministres qui arrivent à faire avancer des choses ne sont pas ceux qui font passer la meilleure loi. C'est des gens qui vont pister différentes étapes de validation dans leur propre administration pour s'assurer que l'esprit de la loi n'est pas travesti, alors pour des raisons qui ne sont pas nécessairement de la fourberie avec des gens qui ne veulent pas écouter, simplement des problèmes de communication comme il y en a partout, Enfin, c'est compliqué. Et donc en fait on se rend compte que quand on a des ministres qui suivent l'application des lois, c'est marrant mais c'est appliqué. Quand on a des ministres qui ne le font pas, parce qu'ils sont passés à la prochaine loi sur laquelle ils vont mettre leur nom, eh ben c'est marrant mais ça n'avance pas, quoi. Donc il y a aussi peut-être un problème de culture politique et de volonté politique. On a un autre exemple, puisque justement dans la loi de financement de la sécurité sociale, donc là en 2025 pour 2026, a été adoptée également la prise en compte de l'empreinte territoriale dans une taxe. Pour faire simple, l'industrie pharmaceutique est redevable de taxes sectorielles. C'est-à-dire qu'en plus des taxes, impôts sur les sociétés, CVAE, etc., on a à peu près une dizaine de taxes sectorielles qui représentent quand même 50% de l'ensemble des taxes que l'on paie. Ça, c'est ce qui s'appelle la clause de sauvegarde, sauf que c'est un système qui est assez dévoyé parce que finalement, qui est-ce qui tire la croissance et qui fait qu'on dépasse ce montant des 26 milliards? C'est justement l'innovation qui tire vraiment la croissance. Tous ces médicaments qui sont très très utiles, mais voilà, qui ont un impact et qui sont chers. Et donc, les médicaments matures, quand on regarde, en fait, eux, ils font quasiment pas de croissance. C'est stable. Donc, en fait, ils vont être pénalisés et vont devoir verser la taxe au même titre que les innovants. Et donc, ce qui a été introduit
dans la loi de financement, c'est un critère de territorialité pour dire les médicaments qui sont produits en France et en Europe, et c'est en général des médicaments matures, eux, ils ont un abattement sur cette taxe. C'est assez simple. En fait, c'est du bon sens. C'est comment on valorise une production locale dans un mécanisme fiscal. Eh bien, aujourd'hui, on attend toujours le décret, le projet de décret. Donc, nous, industriels, on souhaite que ce projet de décret voit le jour assez rapidement pour pouvoir mettre en œuvre la mesure qui a été votée par les parlementaires. Il y a une large majorité en plus. Et qui est du bon sens de dire, là, on arrive à valoriser finalement du produire en France et en Europe dans la fiscalité. Pour l'instant, on n'a pas vu le décret sortir. Or, en fait, combien de temps? Alors, c'est depuis le mois de janvier, donc on peut se dire, janvier, avril. Oui, sauf qu'en fait, c'est une disposition qui s'applique sur l'exercice comptable 2025, que nous, on l'a pris en compte effectivement dans notre exercice comptable, et on a besoin de ça. Aujourd'hui, on a fait une provision, mais on va être notifié là en fin d'année. On a, pour l'année précédente, d'accord, on a besoin que les choses se clarifient et soient très, soient établies. Donc, on pousse beaucoup, et notamment avec Med-France, pour que ce décret voit le jour. Okay. Tu dis que, on est très sensible à ça aux forces françaises de l'industrie, évidemment, que UPSA a un sens de, la responsabilité de l'engagement territorial. Vous faites quoi pour aller au-delà de la souveraineté, du patriotisme? Vous faites quoi, sociétalement parlant et et au niveau de l'environnement? Oui, alors, c'est vrai, UPSA, c'est la souveraineté, acteur clé de la souveraineté, mais au cœur de notre plan stratégique, on a mis la responsabilité sociétale d'entreprise. Donc ça compte beaucoup parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est une entreprise à impact, c'est-à-dire avoir un impact sur la société, l'économie, l'environnement. Ça, c'est important pour qui? C'est important pour vos employés, et tu me dis que vous n'avez pas le droit de communiquer sur plein de choses. Est-ce que vous avez le droit de communiquer sur ça auprès des gens qui consomment vos produits? Alors oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est certifié B Corp. B Corp, c'est un label international qui est délivré par une ONG qui est Bilab et qui justifie justement du fait que l'entreprise soit à impact. Donc nous, on a démontré qu'on avait cet impact positif. Donc on communique sur notre certification B Corp. C'est très important pour les employés parce que ça génère énormément de fierté sur justement cette vision de l'entreprise, entreprise citoyenne, entreprise à visage humain, qui est proche des préoccupations aujourd'hui, je dirais, sociétales, environnementales. Ça se concrétise comment pour nous? Au niveau du territoire, on a une politique d'achat responsable. C'est-à-dire que nous, on veut que nos fournisseurs soient au niveau local. Et c'est extrêmement important, notamment pour le circuit court, mais aussi pour dynamiser, je dirais, stimuler l'économie locale. On soutient énormément d'associations, qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient aussi des associations de santé, au niveau local. C'est-à-dire qu'en fait, notre vision, c'est de dire, nous, on n'est pas seulement implanté sur un territoire, on va répondre aux enjeux du territoire. Et on va grandir avec le territoire et on va faire grandir ce territoire. Donc on a cette responsabilité qui est très forte et qui génère aussi beaucoup de fierté chez nos collaborateurs. Et après, au niveau environnemental, on est très mobilisé sur la décarbonation, puisqu'on s'est fixé des ambitions très fortes de neutralité carbone sur les scopes 1 et 2 à l'horizon 2030, qu'on est aussi sur la réduction d'utilisation d'eau, la réduction d'utilisation des déchets, et qu'on veut faire de l'éco-conception. Éco-conception, c'est-à-dire modifier à la fois nos packaging, nos formulations, pour avoir un impact environnemental le plus faible possible. Et ça nous paraît important parce qu'aujourd'hui,
les consommateurs sont sensibles aussi à cette vision et cet engagement des marques, en fait, enfin des sociétés, pour l'environnement. Donc, et c'est pour nous un levier de différenciation et ça peut être aussi un levier de compétitivité parce que la RSE, ça ne doit pas être vu que comme un centre de coût, ça peut être aussi un investissement qui permet de faire des économies. Et on a plusieurs projets qui le démontrent. D'accord, donc ça, là aussi, ça c'est important, c'est-à-dire que tu viens de démontrer que les entreprises, à condition d'avoir une transparence par rapport à la personne qui va consommer vos produits, ben vous avez un intérêt pur et dur, à être vertueux. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut partager au maximum parce que en France, on a quand même l'impression, enfin, la confiance, c'est quelque chose qui est devenu malheureusement minoritaire. C'est-à-dire que la tendance d'un certain nombre de Français, et c'est assez général, il y a 25% seulement des Français qui répondent oui à la question « Faites-vous confiance aux autres ?» On est à plus de 50% en Europe du Nord. Donc ça veut dire que cette défiance va faire qu'on va souvent se retourner vers l'État en disant « Merci de mettre des normes à ces gens-là pour m'assurer qu'ils font bien tout ce qu'il faut. » Et toi, tu dis, de toute façon, on ne veut pas nécessairement d'y aller par la contrainte, puisqu'on a un intérêt à se différencier. Donc ça, je trouve que là-dessus, vous avez un exemple, enfin, vous êtes un exemple qui est plutôt intéressant. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Oui, on a un intérêt à se différencier, à être en avance de phase aussi, parfois par rapport à la réglementation, donc à anticiper, parce que c'est aussi de l'innovation, tout ça. C'est aussi une façon d'innover dans nos process, dans les médicaments qu'on met sur le marché. Je prends un exemple tout simple. On a fait un projet sur Dafalgan et Fervex, donc deux marques importantes, de réduction de la taille des comprimés. En fait, ça paraît tout simple, mais on a revu la formule historique, on a supprimé des ingrédients, voilà, sans toucher évidemment, sans compromis sur l'efficacité, mais ce qui nous a permis de réduire la taille de nos comprimés et donc d'éviter un certain nombre d'émissions de CO2. En fait, on l'a calculé, ça représente 4500 tonnes quand même sur cette marque qui est l'une des marques les plus produites à Agen. Et quand on réduit la taille des comprimés, on réduit la taille des tubes, on réduit derrière la taille des boîtes, et finalement, on est vertueux, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui est bien pour la planète, et en même temps, cette réduction, alors même s'il faut investir au départ, parce qu'on est obligé de changer les lignes de conditionnement, mais ça va aussi générer, je dirais, des économies, puisqu'on va utiliser moins de matière. Ouais. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux, et je pense que les entreprises peuvent s'engager dans ce type de démarche en voyant justement la RSE comme une opportunité. Et puis nous, on est un acteur aussi de terrain, c'est-à-dire qu'on estime qu'on a cette forte responsabilité. Je reviens sur la question du territoire parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. On fait vivre un territoire, on se doit d'être présent et de répondre aux attentes du territoire. Ok, merci beaucoup Laure, ravi de t'avoir eu parmi nous. Merci. Et puis à bientôt. À très bientôt.